Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur France 3 Bretagne. Bienvenue dans Dimanche en politique. La personnalité que nous recevons cette semaine est connue pour son franc-parler, son verbe haut et sa ténacité. Entrée à 18 ans dans le groupe Doux, elle est devenue le porte-voix des salariés de l'agroalimentaire. Figure du mouvement des bonnets rouges, elle est aujourd'hui la secrétaire départementale FO dans le Finistère. Nadine Ourmand va nous rejoindre dans quelques instants. Avant cela, regardons son portrait chinois et on revient ensuite. Bonjour Nadine Ourmand. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous avons titré cette émission Nadine Ourmand, l'insoumise, avec un point d'interrogation. Est-ce que nous avons eu raison ? Oui, je dirais que vous avez raison. J'ai du mal à accepter qu'on m'impose des choses qui sont à l'encontre de mes valeurs, de mes convictions. Et je déteste, en fin de compte, quelque chose qui n'est pas social et qui est injuste. Vous avez toujours été un peu rebelle, hein, même par rapport à votre famille. Vous avez rapidement cherché votre indépendance. Vous avez travaillé dès l'âge de 18 ans. Voilà, c'était une volonté d'être tout de suite indépendante. Je dirais que c'est un peu la vie, c'est un peu l'éducation qu'on m'a donnée aussi. Hein. J'ai été élevée comme ça par mes parents, donc indépendance très très vite. Et c'est un peu l'éducation que je donne aussi à mes enfants aujourd'hui, de se dire qu'il faut apprendre à se battre et que la vie est un combat de tous les jours. Et c'est vrai que je dirais que le caractère qui m'est imposé et que je supporte aujourd'hui, je dirais que c'est une part de responsabilité aussi de mon employeur. C'est soit on est rebelle, soit on est faux cul. Vous êtes entré à l'âge de 18 ans au sein du groupe Doux. Vous n'avez jamais cherché à changer de voie, à changer d'entreprise, à larguer les amarres, comme on dit ? Si, on se pose toujours la question. Et puis, quand on arrive comme ça, on s'installe, on se dit c'est un boulot pour juste la période. Et puis, on va trouver mieux. Vous aviez commencé des études de compta, hein, vous n'étiez pas prévu pour, non, j'ai fait pour être sur une chaîne dans l'agroalimentaire. Non, ce n'était pas l'objectif que je m'étais fixé. Je voulais aller vers la vente et puis avoir d'autres compétences, notamment en comptabilité. Donc, c'était un autre horizon que j'envisageais. Mais c'est vrai que le parcours de vie, la difficulté familiale qui a eu le conflit, ça a été tout autre. Et ça s'est arrêté du jour au lendemain. Et à 18 ans, vous dites soit vous êtes dépendant en fin de compte des organismes sociaux, soit vous prenez votre liberté. Et bien là, vous vous dites je veux voler de mes propres ailes. Alors, vous avez crevé l'écran il y a 6 ans, au moment où le groupe Doux a connu ses premières difficultés. Nadine Ourmand, c'est un style qu'on va regarder en images. Mais c'est qui est décisionnaire? C'est qui? À chaque fois, on se ramène la patate chaude sur tout le monde. C'est pas nous, c'est la gauche, c'est pas nous, c'est la droite. Mais nous, en attendant, on fait comment? On va faire comment pour rester vivre ici? Est-ce que vous savez ce que c'est de compter, vous, à la fin du mois? Est-ce que vous savez ce que c'est un retraité qui a travaillé pendant plus de 40 ans et qui a moins de 1 200 € par mois? Est-ce que vous savez ce que c'est d'être payé à 9,88 de l'heure? C'est ça le quotidien des Français aujourd'hui. Je pense, mesdames, messieurs, que vous êtes déconnectés. Fusion des instances représentatives du personnel, diminution des moyens, nombre d'élus, d'heures, disparition des CHSCT, facilité des licenciements. La ligne rouge a été franchie, mes camarades. Et comme on dit chez nous, je suis pas née le samedi soir après les crêpes. Je vous invite, mes camarades, à une grève interprofessionnelle. Ça doit être notre mot d'ordre. À la sortie du congrès, nous avons des pas à marquer. Nous devons nous détacher des autres organisations syndicales. Nous devons nous faire entendre sur le terrain. Vous allez voir la Bretagne, comment elle va se réveiller. Elle va se réveiller, elle va pas crever la Bretagne. Vous souriez en regardant ces images ?
Oui. Vous êtes impressionnante. Des Je coups de dirais- colère comme ça, Je dans dirais le monde que syndical, on ne l'entend plus, on va dire. ça existe encore. On a le droit de s'exprimer, au moins au niveau de FO. Quand on n'est pas d'accord, on le dit haut et fortement. Après, c'est vrai qu'on essaye toujours de trouver un terrain d'entente dans l'intérêt du syndicat et dans l'intérêt des salariés. Vous aimez... Alors, est-ce que vous êtes comme ça aussi quand les caméras ne sont plus là? Est-ce que dans l'intimité d'une réunion, par exemple, avec la direction, vous montez, entre guillemets, dans les tours, comme ça? Alors, je pense que c'est la question qu'il faudrait leur poser. Ils vont vous répondre oui. Si j'ai quelque chose à dire, je peux exploser, je peux descendre très très vite aussi. Mais si j'ai quelque chose à dire, je le dirai. C'est pour installer un rapport de force, c'est pour vous, ce rapport de force doit se faire aussi avec ce style-là? C'est eux qui m'ont poussé à être comme ça. Voilà. C'est à chaque fois, il faut pratiquement se mettre en avant, faut pouvoir tenir les positions. Et en fin de compte, on arrive à marquer le terrain et on arrive parfois à négocier, à avoir des accords. Je l'ai vu encore pas plus tard que cette semaine dans la négociation dans le cadre du PSE. Et on arrive à obtenir ce qu'on veut et dans l'intérêt des salariés. Pourquoi avoir choisi de vous investir dans le syndicalisme? Qu'est-ce qui a déclenché de tout ça, toute cette aventure? Je dirais qu'avant de m'engager dans le syndicalisme, j'étais engagée dans l'associatif. Et j'ai pris un congé parental. Et pendant mon congé parental, j'ai eu un parcours et j'ai pris des mandats dans des organismes sociaux. Et c'est là que, quand j'ai repris mon travail en 2002, que c'est là que ça a été un peu compliqué. Donc du coup, le syndicalisme était une certaine manière principale au départ de me protéger parce que je savais que j'étais en ligne de mire. Et après, c'est l'engagement, le fait de ce manque de respect envers des salariés, où on n'avait pas d'augmentation de salaire, toutes les difficultés sociales que les salariés rencontraient au quotidien, ça a donné la fibre et l'engagement qui est né derrière. Alors vous avez commencé à la CGT, Oui. et vous avez créé on va dire, la cellule FO au sein du groupe Doux. Pourquoi FO? Parce que tout simplement, j'ai fait 2 ans à la CGT, j'étais pas d'accord avec les positions de la CGT, donc je suis partie. Et 3 mois après, je voyais que ça se passait pas bien au niveau de Doux. Et j'ai monté le syndicat FO parce que j'avais déjà des contacts avec d'autres camarades FO et qui m'ont dit viens et on va monter. Un syndicat qui dénote un peu par rapport aux autres. Bon, la CFDT, on sent que c'est plutôt proche du courant social-démocrate. La CGT plutôt à gauche. FO, ça, voilà, il y a des LR, il y a des frontistes, il y a des socialistes, il y a des communistes. C'est un peu l'auberge espagnole, non? Ça vous convient? C'est pas l'auberge espagnole, je dirais que c'est l'intérêt et la défense des droits des salariés. C'est ça qui Mais tous les unit. syndicats le disent, ça. Ouais, non, mais principalement, moi j'ai ces convictions. Après, on peut avoir aussi des engagements qui sont tout autres, comme moi j'en ai à l'extérieur, dans le domaine associatif, donc chacun peut s'exprimer. Mais quand on a un mandat du syndicat, on doit le tenir. Et c'est proprement ça qu'on défend. Alors, il y a un nouveau secrétaire général, c'est Pascal Pavageau qui a pris la suite de Jean-Claude Mailly. La passation de pouvoir s'est pas très bien passée, ça a été relativement tendu. On ne va pas revenir sur le tweet de Jean-Claude Mailly qui parlait d'hypocrisie, de duplicité. Vous n'avez pas voté le rapport d'activité de Jean-Claude Mailly. Vous n'avez pas validé son bilan. Non. Pourquoi? Tout simplement parce que je l'ai dit, on peut le redire, j'ai dit que Jean-Claude Mailly a trahi son mandat, et je l'ai dit au Congrès. Trop proche du pouvoir? Trop proche d'Emmanuel Macron? Oui, trop proche. Je l'ai dit au Congrès de Lille, pas plus tard qu'au mois d'avril. J'ai dit que Jean-Claude Mailly avait trahi la classe ouvrière et qu'il avait vendu la classe ouvrière à Macron et au MEDEF. Donc vous êtes plus en phase avec ce côté plus vindicatif, on va dire, ou revendicatif de Pascal Pavageau? Oui. Oui, tout à fait. On a des échanges avec Pascal qui sont... Et il a eu un intérêt tout particulier dans le dossier du groupe Doux aussi. Voilà, c'est indispensable. On va voir le rapport de force des syndicats actuellement. C'est la CFDT qui est devenue le premier syndicat de France. Le FO arrive en 3e position. Un autre chiffre intéressant, c'est le taux de syndicalisation en France. Un des plus bas de l'Union européenne. 11% des salariés seulement en France qui sont syndiqués. Comment vous expliquez ce désamour un peu, ou on va dire cette manque de confiance envers les syndicats? Je dirais que ce n'est pas un manque de confiance, c'est aussi des positions qui sont mises en place par les employeurs. Tout simplement, aujourd'hui, les salariés sont dans des emplois de plus en plus précaires, CDD, intérim, qui font que les salariés n'ont pas le temps de s'installer dans une entreprise, n'ont pas le temps de connaître vraiment le travail qui est mené par les syndicats. Aujourd'hui, quand il n'y a pas de syndicats dans des entreprises, les salariés perdent des droits.
Est-ce qu'il ne faut pas changer aussi la manière de fonctionner, la manière d'être représenté? Par exemple, Pascal Pavageau est un haut fonctionnaire. Il est ingénieur en chef des travaux publics au sein de l'État. Est-ce que c'est lui qui est le plus à même de comprendre le quotidien, le vécu d'un salarié de l'agroalimentaire breton, par exemple? Je dirais que je ne m'arrête pas à la fonction qu'il a dans l'entreprise. La preuve, c'est que moi-même, en venant de l'agroalimentaire, j'ai pu avoir le mandat de secrétaire de l'Union départementale FO. Je pense que c'est les compétences, l'engagement syndical, le fait de ne pas oublier d'où on vient, et c'est indispensable pour moi. Et Pascal Pavageau a cette fibre aussi. Alors, pour terminer sur les syndicats, on va clore cette partie avec une petite touche d'humour. Je ne sais pas si vous connaissez ce film réalisé en 1967, Un idiot à Paris, dialogue Michel Audiard, dans un des rôles principaux, Bernard Blier. Il est question d'une grève. Regardez, on réagit ensuite. Une grève surprise, bravo. 30 tonnes de barbac sur le carreau alors qu'on meurt de faim à Chandernagore, hurrah. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés, c'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Le chômage. Le chômage et son cortège de misère. Y avez-vous pensé? Non, c'est sorti. Fini la petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord? Oui, monsieur. Alors au boulot et un peu vite! Voilà, c'est un film, une fiction. Est-ce que ça rejoint encore aujourd'hui la réalité, par exemple dans l'agroalimentaire? Vous avez dit dans une interview, on se sent aujourd'hui méprisé. Ouais, on en est là encore dans les rapports sociaux? Ça a un peu évolué quand même. Ça a un peu évolué, on va dire. Après, je dirais que aussi c'est là la place, l'intégration des syndicats, et c'est leur rôle de faire en sorte que les salariés soient pris en pleine considération et reconnaissance. Et la reconnaissance se passe socialement, mais elle se passe aussi pécuniairement. Je pense que c'est important aujourd'hui de prendre ça en compte. Alors, on va parler du dossier Doux, bien sûr. Doux, votre entreprise, votre seconde famille, dites-vous aussi dans des interviews. Alors, quelques chiffres qui résument un peu sa lente agonie. En 1998, Doux, c'était un des leaders mondiaux du poulet congelé. 13 000 salariés en 1998, plus que 1187 en 2018, 35 millions de pertes, 1 milliard d'euros de subventions à l'export jusqu'en 2013. On parle aujourd'hui d'un gâchis social, d'un gâchis économique. À qui vous en voulez le plus? Aux dirigeants d'entreprise qui ont choisi la mauvaise route, ou finalement aux politiques aussi qui ont soutenu cette politique de subvention à l'export? J'en veux aux deux. Aux deux? J'en veux aux deux. Tout simplement, aujourd'hui, un employeur a l'obligation d'assurer la pérennité de son entreprise sur le territoire. Et les obligations des politiques, c'est qu'une subvention qui est versée doit être contrôlée. C'est une obligation légale, ça? Pour moi, ça devient une obligation légale. Quand on a des subventions, on doit utiliser la bonne utilisation et elle doit être fléchée. Et ça n'a pas été le cas. Alors, il y a des repreneurs aujourd'hui. Il y a un consortium qui mêle à la fois donc LDC, le leader de la volaille en France, Terena, actuel actionnaire, Al-Munajem, un groupe saoudien, la région Bretagne aussi, qui a mis de l'argent, 912 emplois sauvegardés sur 1187, création aussi d'une nouvelle usine prévue à Châteaulin. Est-ce qu'on a limité la casse, là, concrètement? Je dirais non. Non? Pourquoi? Non, parce qu'on aura les chiffres exacts semaine prochaine sur le nombre de salariés qui vont être licenciés. Je dirais que c'est un nouveau gâchis social qui est fait, parce que même sur le site de Châteaulin, on aura des licenciements. Voilà. Et des licenciements de salariés qui ont... Pour vous, pour les reclassements proposés, le compte n'y est pas? Non, il n'y est pas, parce qu'on a eu l'effet d'annonce en disant il y avait autant de postes à pourvoir que de salariés licenciés. Sauf que les postes ne sont pas à côté, que les postes de travail sont... Par exemple, LDC propose à Guiscriff, sur les sites de LDC déjà, qui est à 45 minutes de route pour l'aller, 45 minutes de route pour le retour, pour le même salaire. Sur Briec, il y a eu quelques postes, mais aujourd'hui, il faut quand même avoir des compétences, des formations pour pouvoir aller travailler, et sur Quimper aussi. Donc c'était vraiment minime les postes qui étaient présentés. Les salariés aujourd'hui, des salariés vont refuser ce reclassement, ils prennent le risque de se retrouver au chômage? Oui, les salariés vont prendre le risque de partir et de prendre le cabinet de reclassement qui va les accompagner. Et vous êtes confiant sur les reclassements possibles dans d'autres voies, dans d'autres... Je dirais que ça sera mon travail et ça sera le travail du syndicat FO d'accompagner tous les salariés pour qu'on puisse trouver une solution respectueuse. Un mot sur la stratégie de votre nouveau propriétaire, LDC, qui souhaite se reconcentrer sur le marché du frais, et notamment sur le marché européen. Un chiffre assez impressionnant, la France
importe 40% de ses besoins en poulet. C'est assez énorme. Là aussi, vous êtes confiant sur cette stratégie qui va être menée ? Alors, je dirais que d'abord, LDC n'est pas mon patron. Aujourd'hui, mon patron, c'est le groupe Al-Mounagem, donc France Poultry. Je pense que l'orientation qui est faite par le groupe LDC est celle qu'on attendait, celle qu'on a demandé depuis 2012, c'est-à-dire de repartir à la conquête du marché de la volaille. Sachant qu'aujourd'hui, il faut repartir vraiment sur la restauration hors foyer. On peut se poser la question, qu'est-ce qu'on donne à manger à nos enfants dans les cantines ? Qu'est-ce qu'on donne à manger dans les maisons de retraite pour les personnes âgées ? Tout ça, c'est des marchés qu'on peut récupérer. Et qu'on n'entende pas dire qu'on a un coût de production qui est plus élevé ici, ce n'est pas vrai. Ce sont des emplois et aujourd'hui, il faut peut-être s'interroger là-dessus. Et la région qui a mis sur la table aussi près de 21 millions d'euros, notamment aussi pour financer la nouvelle usine à Châteaulin, pour financer aussi de la mobilité. Loïc Chénet-Girard dit, nous avons un projet offensif, partagé. Je dirais que oui. Ouais. Oui, je dis que la région Bretagne a été porteuse de ce projet. Ils ont été depuis quelques mois dans la négociation. C'est rassurant d'avoir par exemple une collectivité aujourd'hui parmi les actionnaires ? Je dis que oui. Je dis que oui, parce que comme il y a des subventions qui sont versées, il faut encore les contrôler. Allez, on arrive à la deuxième partie de l'émission. Place au débat. Avec cette question cette semaine, faut-il remettre à plat, revoir justement, diminuer les aides sociales ? Dans quelques instants, Anaïs Géano, secrétaire départementale du mouvement LR en Ille-et-Vilaine, viendra nous porter la contradiction. La question est posée car les clignotants sont au vert. On vient d'apprendre que les comptes de la sécurité sociale pourraient revenir à l'équilibre d'ici la fin de l'année. On n'avait jamais vu cela depuis 2001. Bref, ça va mieux. Alors du coup, mal répartis, pas assez efficaces ou peut-être trop nombreux, certains voudraient un peu rogner les aides sociales. En tout cas, elles sont dans le collimateur de l'exécutif. Regardez. Les minima sociaux sur la sellette. 11% des Français sont concernés par cette dizaine d'aides sociales. Cette fois, c'est le canard enchaîné qui met le feu aux poudres. Le gouvernement prévoirait 7 milliards d'euros d'économies sur les minima sociaux d'ici à 2022. Une information catégoriquement démentie par Matignon. Mais les aides sociales sont bien au cœur du débat politique depuis plusieurs semaines. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Édouard Philippe, tous ont évoqué une réforme d'un système jugé inefficace. Bercy s'interroge sur tous ces dispositifs. RSA, APL, PAGE, des prestations versées par la Sécurité sociale, Pôle emploi ou encore la Caisse d'allocation familiale. Un peu plus de 700 milliards d'euros en 2015, 32% du produit intérieur brut français. Tailler dans ce budget allégerait les dépenses publiques. Un objectif prioritaire du gouvernement qui attend pour trancher un rapport d'experts promis pour fin juin. Et on accueille notre deuxième invité, Anaïs Géano, donc secrétaire départementale du mouvement Les Républicains en Ille-et-Vilaine. Merci d'être avec nous. Est-ce que, comme le Premier ministre ou comme le ministre du Budget et de l'Économie, vous dites que c'est peut-être le bon moment aujourd'hui de remettre tout à plat, notamment au niveau des aides sociales pour le retour à l'emploi ? La situation va mieux, c'est le moment d'agir et c'est le moment de réformer. Alors, plusieurs choses. Effectivement, de manière générale, en période de croissance économique, c'est le moment de repenser le modèle. Donc là, on est dans le bon timing, c'est le bon calendrier, là. Alors, justement, moi, je dirais que, pour le moment, rien n'est probant sur la croissance économique. Elle est repartie faiblement. Certains économistes, d'ailleurs, indiquent que ce n'est pas pérenne. Je rappellerai quand même que le taux de chômage est toujours à 9%, avec 17 une augmentation. 17 500 créations d'emplois en 2017 en Bretagne, c'est pas mal. Alors en Bretagne, la Bretagne n'est pas forcément là, on parle de la Bretagne. France, mais ceci étant dit, il y a aussi un problème important qui est l'adéquation entre les emplois, les offres d'emploi non pourvues et les demandes. Ça, c'est un problème structurel. Et la reprise économique, elle n'est pas encore complètement tangible. Elle est plus faible que dans les autres pays européens. Donc déjà, je pondérais au niveau de la situation économique et l'optimisme. Après, sur la considération de repenser le système social et surtout la complexité de ce système, là, on va en reparler. C'est un sujet. Nanny Dourmand, il y a un paradoxe français. Les aides sociales représentent aujourd'hui 32% du PIB. Or, il y a encore près de 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Est-ce qu'il ne faut pas là revoir tout le système qui a montré finalement presque son inefficacité, non ? Je dirais qu'aujourd'hui, il a déjà été revu.
parce qu'il y a quand même beaucoup de prestations aujourd'hui sociales qui ont été mises et qui ont été rasées, on voit bien. C'est les comptes aujourd'hui de la sécurité sociale qui arrivent à l'équilibre. C'est magnifique, c'est parce qu'on a coupé vraiment des prestations qui étaient destinées au niveau. Il y a plus de rentrée fiscale aussi. Ah, il y a plus, mais qui dit aujourd'hui, moi j'attends de voir, parce qu'aujourd'hui, ce qui serait intéressant pour relancer ça, ce serait vraiment, et pour pas qu'on soit rattaché au niveau des aides sociales, ce serait vraiment d'abord d'augmenter les salaires dans les entreprises. Ce serait l'objectif. Voilà. Anaïs Géano, est-ce que comme Gérald Darmanin, le ministre du Budget, vous pensez il y a trop d'aides sociales en France? C'est ce qu'il dit, il y a trop d'aides sociales en France. Certaines ne sont pas assez incitatives pour sortir d'une période d'inactivité. Plusieurs choses. Déjà, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'il y a beaucoup d'aides sociales et la multiplicité crée l'illisibilité pour les gens. Là, on va en revenir, mais sur l'efficacité, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les aides sociales telles qu'elles sont versées, elles installent certaines personnes dans le confort? Je dirais pas dans le confort. Je pense qu'en fait, il ne faut pas caricaturer. C'est un sujet quand même qui est complexe. Et quand on côtoie des gens qui ont pu avoir le RSA, on voit bien que ce n'est pas une position que les gens demandent. Je pense que c'est le système qui incite parfois effectivement les gens à ne pas retrouver d'emploi, puisque notamment le montant et le cumul des minima sociaux peut ne pas inciter à aller vers l'emploi. Donc effectivement, ce que les Républicains ont porté, et notre candidat à la présidentielle l'avait porté, c'était d'avoir un plafonnement à 75% du SMIC, de manière à avoir une incitation vers le retour à l'emploi. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus caricaturer. Et des fois, ce gouvernement ne prend pas non plus en compte la précarité des gens. Quand on dit 5 €, ça compte pas, ça compte pour les gens, je suis désolée. Et en fait, c'est plutôt la question de redonner, et dans le système, la possibilité aux gens de pouvoir aller vers l'activité. Plafonner les aides sociales, vous êtes pour, Nadine Normand? Je dirais que non. Je ne suis pas pour Pourquoi? le plafonnement. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il faut prendre la situation de chaque famille en compte. Et c'est indispensable. On ne peut pas dire on plafonne tout et après, derrière, de l'autre côté, on leur dit vous allez travailler. Il faut un équilibre. Et il faut bien ramener aujourd'hui, ça veut dire qu'on dénonce tout ce système social qui sont quand même basés sur les ordonnances de 1945 et qui sont basés sur la solidarité. Ce qu'on appelle le modèle social français. Oui. Mais est-ce qu'il est encore viable aujourd'hui économiquement quand on connaît la dette que l'on a aujourd'hui? Par exemple, la prime d'activité là, qui est en débat justement, a un coût de 6 milliards d'euros. Est-ce que son efficacité a été prouvée pour vous? Je dirais que ça a été un leurre qu'on a annoncé au niveau des salariés, parce qu'il y avait tout simplement avant, c'est sous l'ancien gouvernement que ça a été fait, c'était la prime à l'emploi qui était en place avant. Et la prime à l'emploi, elle était calculée individuellement sur chaque salarié. La prime d'activité a intégré, en fin de compte, la famille, en fin de compte. Et là-dessus, beaucoup de gens sont partis et n'ont pas demandé leurs droits. La prime d'activité, aujourd'hui, il y a des contraintes avec. C'est qu'il faut que vous allez tous les trimestres faire votre déclaration de revenus sur Internet. Et beaucoup de salariés, c'est pas 6 milliards, beaucoup de salariés ne la réclament pas. Trop de contraintes administratives par rapport à ça. La prime d'activité, il faut la supprimer? La prime d'activité, alors avant de la supprimer, il faut réformer ce que je disais tout à l'heure avec l'allocation unique. Puisque la prime d'activité, au départ, elle avait été faite pour effectivement compenser les bas salaires. Et donc, il y avait une idée de reprise d'activité, ce qui, sur l'idée, n'était pas forcément... Mais parce que les salaires sont peut-être trop bas aujourd'hui, en France? Tout simplement ça. Tout simplement ça. Aujourd'hui, si les salariés auraient un salaire décent, je donne juste l'exemple des salariés de chez Doux. Mon cas, 28 ans d'ancienneté, je suis payée à 10,05 €. 28 ans. Le SMIC, il est à 9,88 €. Ça nous motive à aller travailler. C'est aussi la discussion entre pouvoir avoir des aides sociales et aller vers l'emploi. Et effectivement, plus l'emploi est incitatif, nous, on croit beaucoup à la valeur travail, en fait. Et pas que sur les aspects pécuniers, parce que je pense qu'on restreint souvent le débat aux aspects pécuniers, on oublie le côté aussi d'insertion sociale, de citoyenneté pour les gens qui ont envie de travailler et qui ne peuvent pas, ils en sont empêchés parce qu'au final, la plupart du temps, ils peuvent se retrouver qu'à un niveau de rémunération inférieur. Donc retour à l'emploi, même si ce sont des temps partiels, par exemple? Je pense que le retour à l'emploi, même en temps partiel, vous est plus intéressant pour les gens. D'ailleurs, quand on rencontre des personnes, ils le disent eux-mêmes, rester en inactivité, indépendamment de l'aspect pécunier, il y a aussi un aspect d'ennui et de sentiment d'inutilité pour la communauté. C'est juste la reconnaissance sociale qu'il faut avoir. Et aujourd'hui, les salariés sont oubliés. Quand on voit, rien qu'à l'annonce qui est faite, les dividendes aux actionnaires n'ont jamais été aussi élevés. On partage ou on ne partage pas?
On attend ou on n'attend pas? Donc, il y en a qui s'appauvrissent tous les jours, qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à finir les fins de mois et qui demandent, en fin de compte, à avoir un complément avec les aides sociales. Moi, je dis aujourd'hui, on travaille, on doit pouvoir vivre de son salaire. Mais quand vous avez un salaire qui est quelques centimes au-dessus du SMIC, eh ben, vous ne pouvez pas faire la jointure. Et ça crée des inégalités sociales. Donc, c'est indispensable aujourd'hui, et on s'en sortira de ça, quand on aura vraiment augmenté les salaires des salariés qui travaillent tous les jours. On est dans un contexte de rigueur, d'austérité budgétaire, diront certains, pour, entre guillemets, renflouer les comptes publics. Est-ce qu'il faut aussi diminuer les aides aux entreprises, par exemple? Être dans l'équité, on diminue les aides sociales, mais on diminue aussi les aides aux entreprises. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je pense que les entreprises, c'est pas tellement d'aides dont elles ont besoin, c'est d'un environnement favorable. Donc la fiscalité aux entreprises qui ne doit pas être pénalisante, l'incitation, les normes qui ne doivent pas être pénalisantes non plus, un marché de l'emploi et du chômage qui soit plus efficace, puisqu'on parlait de la Bretagne tout à l'heure, on sait qu'il y a beaucoup d'emplois non pourvus en Bretagne. Et ce sont ces conditions-là qui pourraient créer du coup la croissance et qui, par la croissance, créeront des emplois, qui permettent aussi, de ce fait-là, de diminuer les cotisations, d'augmenter les cotisations sociales et de diminuer les minima sociaux. C'est un cercle vertueux qu'il faut engager vers le travail. Diminuer les aides aux entreprises, Nadine Normand? Elles en ont déjà pas beaucoup quand même. Notamment les entreprises qui emploient des salariés. Il y a les allègements Fillon, il y a le CICE. L'année prochaine, le CICE va disparaître. On aura encore d'autres exonérations sur les charges patronales, donc ils ont beaucoup, et ils n'ont rien en contrepartie. Il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de partage. Pour terminer, pour conclure sur les aides sociales, faut-il aboutir à une allocation unique? On sait qu'il y a un maquis aujourd'hui sur les aides sociales. Un tiers des personnes qui pourraient bénéficier de droits n'y ont pas accès parce qu'il y a aussi un déficit d'information. Est-ce qu'il faut revoir tout ça et simplifier au risque d'exclure certains? Alors moi, j'en suis convaincue. Je pense qu'effectivement, on en parlait tout à l'heure, il y a plus de 10 minima sociaux. C'est très complexe. Ça crée quoi, en fait? De lisibilité et un manque total pour les gens. On en parlait. Il y a eu des rapports nombreux, notamment des rapports d'associations qui montrent qu'en fait, il y a une estimation de plus de 5 millions d'euros qui correspondent aux personnes qui n'auraient pas accès aux droits. Donc l'allocation sociale unique, elle aurait ce mérite de simplifier, d'éviter le carcan administratif qui est quand même très fort et du coup d'améliorer à la fois l'efficacité et l'accès. Merci Anne Génaud d'avoir répondu à notre invitation. Vous restez avec nous, on arrive à la dernière partie de cette émission. Voici notre séquence Et demain. Et demain, que pourriez-vous faire, Nadine Normand? C'est la question traditionnelle que l'on pose à notre invité fil rouge. Notre dessinateur, Loïc Schwartz, vous fait cette semaine 2 propositions. Alors, vous savez que ce sont les municipales dans 2 ans. Alors, pourquoi pas une candidature à la mairie de Châteaulin? Ou alors vous lancez dans un élevage fermier bio. Vous avez la réponse, là, vous choisissez quoi? Choisir aucun. S'il fait choisir. Aucun? Aucun. La politique, ça vous titille pas? Non. Bon, il y a un de vos collègues chez GAD, Olivier Lebras, qui est devenu conseiller régional. Je sais d'où je viens. Je suis une syndicaliste et je resterai une syndicaliste. Quoi, définitivement, vous n'acceptez pas les codes de la politique? Parce que c'est travailler aussi pour l'intérêt général. Vous trouvez qu'il y a un intérêt général quand vous voyez certains... Non, mais certains politiques, vous les croisez, ils vous tiennent un discours et le lendemain, ils changent de côté à leur veste. Donc vous ne voulez pas essayer de changer les choses de l'intérieur? Non. Non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans le monde politique où on est actuellement. Voilà. Ils sortent, les élus aujourd'hui politiques sortent tous du même circuit de formation. Et ils sont tous en train de se savoir qui va pouvoir prendre telle et telle place. C'est comme ça. Ils n'ont aucune sensibilité avec le terrain. Ils ne comprennent pas ce que c'est travailler tous les jours et de compter son argent à la fin du mois. Donc moi, j'ai invité même jusqu'au président de la République, qui était François Hollande, Emmanuel Macron, qui était quand même venu visiter Doubs, de venir prendre la place d'un salarié. Et pour alors, ils verront peut-être ce que c'est travailler. Donc être syndicaliste aujourd'hui, c'est un sacerdoce pour vous? Oui. Vous avez refusé d'être cadre chez nous, on vous a proposé. On ne m'a proposé pas d'être cadre, mais bon, on m'a proposé d'autres postes et que je refuse. Donc je ne peux pas passer de l'autre côté de la barrière. Vous restez de ce côté de la barrière. Merci beaucoup Nadine Normand d'avoir accepté notre invitation. Dimanche en politique, c'est aussi une émission que vous pouvez revoir en replay sur notre site bretagne.france3.fr. Je vais y arriver. Laissez aussi bien sûr vos commentaires sur nos réseaux sociaux. On se retrouve le 24 juin prochain pour le dernier numéro de la saison. Tout de suite l'édition de la mi-journée avec Stéphanie Labrousse. Merci pour votre fidélité. Passez tous un excellent week-end.